historiquement, on s'est intéressé aux sciences pour leur contenu scientifique. On parle de Darwin, on parle d'Einstein, on parle de Galilée et de Newton. Mais on oublie que la science, ça se fait dans un contexte social. Et au début du 20e siècle, le grand sociologue allemand Max Weber nous rappelait qu'il y a des conditions sociales pour qu'il y ait de la science. Donc la science ne se fait pas partout au même rythme. La science ne se fait pas, par exemple, dans des campagnes, ça se fait dans des villes. C'est déjà un phénomène sociologique. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot science? Vous imaginez un laboratoire, une blouse blanche? Vous voyez peut-être le visage d'Einstein ou ses fameuses équations? Dans quelle mesure l'idée qu'on se fait des sciences se rapproche-t-elle de la réalité? Comment travaillent les scientifiques? La manière de faire les sciences est-elle la même dans n'importe quel pays et à n'importe quelle époque? Comme toute activité humaine, la recherche scientifique est profondément imprégnée de nos passions, de notre curiosité, de nos aspirations, mais aussi de notre histoire et de notre contexte culturel et social. Dans un monde aussi hétérogène que le nôtre, où la science influence clairement notre mode de vie et le futur qu'on construit, nous avons décidé d'entreprendre un voyage hors du commun. Un voyage autour des sciences. Je vous présente Mariana. Elle est mexicaine, originaire de La Paz, dans le nord-ouest du Mexique. Ses deux parents sont biologistes marins. Elle a donc toujours été assez proche des sciences. Pourtant, sa curiosité l'a amenée sur le chemin du journalisme et des voyages. Thibaut, lui, est français. Il a grandi à la campagne entre la Drôme et l'Isère. Ingénieur et docteur en chimie végétale, il connaît bien le monde de la recherche scientifique. Il adore apprendre et partager. Et pendant ses études, il s'est découvert une passion pour la communication des sciences. Mariana et moi, on s'est rencontrés au Chili pendant un semestre d'études à l'étranger. Et on s'est trouvé beaucoup de points communs. Notre goût pour le voyage et la découverte de nouvelles cultures, notre intérêt pour les sujets scientifiques. La science nous semble effectivement fascinante. Nous la voyons comme un incroyable outil d'observation et de compréhension du monde qui nous entoure. Elle nous permet en quelque sorte de répondre à de grandes questions auxquelles on ne pourrait pas répondre autrement. Et vous, comment voyez-vous la science ? À partir de son expérience et de ses références culturelles, chacun se construit une idée de la science. Certains peuvent la voir avec passion ou dégoût ou tout simplement avec indifférence. Le mot science vous rappelle peut-être de vieux souvenirs de collège en cours de biologie ou de chimie. Mais concrètement, c'est quoi la science ? Nous avons posé cette question à Yves Gingras, qui est historien et sociologue des sciences à l'Université du Québec à Montréal. La science, au fond, on peut la définir de façon relativement simple. C'est rendre raison des phénomènes naturels, par des causes naturelles. Donc, si une pomme tombe, puis vous dites c'est la volonté de Dieu, c'est une cause, mais c'est une cause surnaturelle. La science, rendre raison, c'est expliquer par des causes naturelles. Expliquer quoi? Plein de choses. Expliquer la pomme qui tombe, expliquer les émeutes, expliquer les guerres, expliquer la formation des galaxies, l'explosion d'une étoile. Donc la science, c'est expliquer tous les phénomènes qui nous entourent, quels qu'ils soient. C'est compliqué, ça demande des théories. Mais c'est ça la science. La science consiste à produire des connaissances sur la nature de l'univers qui soient cohérentes entre elles, qui seraient donc universelles. Par exemple, les lois de la physique sont les mêmes partout, peu importe l'endroit où on se trouve. Mais pour expliquer un phénomène, il faut commencer par l'observer. Et qui dit observation, dit observateur. Dans quelle mesure le contexte culturel d'une personne influence-t-il son regard ? La science se fait-elle de la même manière dans n'importe quelle société et dans n'importe quel environnement culturel ? Il y a des découvertes qui ont été faites en Occident, si on veut appeler ça l'Occident. Mais une fois la découverte faite, les physiciens chinois peuvent travailler sur les quarks autant que Gell-Mann, qui est un Américain qui a inventé le mot quark. Donc, la science, lorsqu'elle est une science, est synonyme d'universel. Mais les types d'hypothèses dépendent de la culture, parce qu'on a des hypothèses qui dépendent de notre passé, de nos intuitions, ça peut être de nos rêves.
Avec Mariana, on a grandi dans 2 pays culturellement très différents. On est donc bien placé pour savoir que la culture qui nous imprègne influence beaucoup notre manière de voir le monde. Pour les scientifiques, c'est la même chose. Leur manière d'observer, d'analyser, de travailler est en grande partie façonnée par leur environnement culturel. Et en parlant de contexte, quels autres facteurs peuvent bien influencer la manière de faire de la recherche ? Quel impact peut bien avoir, par exemple, la géographie d'un pays, son économie ou encore son système politique ? Existe-t-il des différences substantielles dans la manière de faire les sciences en fonction du pays ou de la région où elles se font ? Pour le savoir, nous avons décidé de nous lancer dans un voyage d'observation. Et pourquoi pas profiter de cette expérience pour réaliser des reportages sur ce thème qui nous passionne. Pendant un peu plus d'1 an, nous avons traversé 8 pays. Nous avons rencontré des professeurs, des chercheurs, des vulgarisateurs. Nous avons visité des centres de recherche, des industries, des ONG et même des communautés indigènes. Pour ce voyage, on a voulu partir léger, en sac à dos. On a donc essayé de prendre avec nous le minimum indispensable. Mais comme on tenait à partager cette aventure avec vous, on a quand même emporté du matériel de tournage. 4 caméras, 2 trépieds, une perche à selfie, de l'éclairage, des micros, 2 ordinateurs, 2 casques audio, un disque dur et plein de câbles pour tout faire fonctionner. Tout ça dans ces 3 petits sacs. Ce matériel est léger et compact, mais nous permet quand même de faire pas mal de choses, comme tourner des interviews dans de bonnes conditions, prendre des photos, rédiger des articles, faire du montage audio et vidéo. Le monde scientifique peut parfois sembler inaccessible. Pourtant, on a vraiment été surpris par la facilité avec laquelle les chercheurs nous ont ouvert leurs portes. Ils ont toujours été très disponibles et arrangeants avec nous. En général, en arrivant dans un nouvel endroit, on prend contact avec des scientifiques locaux pour partager un moment avec eux, nous imprégner de leurs sujets de recherche, filmer, enregistrer. Et ensuite, une fois les images dans la boîte, on arrive bien toujours à trouver un petit coin tranquille où poser nos bagages le temps de monter un reportage. Comme c'est important pour nous que toutes nos productions soient disponibles gratuitement, on a préparé le terrain avant notre départ en créant un site internet où seraient diffusés tous nos contenus. On a aussi donné un nom à l'ensemble du projet. Science Vagabonde. Pour réaliser ce rêve un peu fou, on a dû économiser pendant 4 ans. Ces petites économies nous auraient pas emmenés bien loin si on n'avait pas fait un peu attention à nos dépenses. Alors pour aller le plus loin possible, tous les moyens sont bons. Par exemple, pour nous déplacer, pas de véhicule personnel. Les transports publics, le covoiturage et l'autostop font parfaitement l'affaire. Et pour nous loger, on utilise principalement le site internet Couchsurfing. Cette plateforme nous met en contact avec des locaux qui acceptent de nous héberger chez eux gratuitement. Loger chez l'habitant nous donne aussi et surtout l'occasion de découvrir chaque endroit à travers des personnes qui y vivent. On peut échanger avec eux, connaître leur histoire, leur culture, passer du temps avec des gens de tous les milieux et parfois être mis en contact directement avec certains scientifiques. Qui ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans les sciences ? Après plus d'1 an d'aventure, il est maintenant temps de partager avec vous des moments qui nous ont émus, surpris, fait réfléchir. Toutes ces rencontres et découvertes ont changé notre regard sur les sciences. Changeront-elles le vôtre ? Alors, prêt au départ ? Nous commençons notre périple à La Paz, ma ville natale. La Paz se trouve dans une baie entre le golfe de Californie et l'océan Pacifique. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette ville vit en grande partie des activités liées à la mer. Parmi ces activités, la pêche. Et c'est justement dans un quartier de pêcheurs, El Manglito, que nous posons nos valises pour la première fois. Son alrededor de unos 90 pescadores de todas las edades. La mayoría pescadores buzos, ¿no? Esa es su principal actividad, el buceo de bivalvos, ¿no? De almejas, caracoles, etc. En una comunidad de cerca de unos 600 miembros. Pendant 1 mois et demi, nous partageons le quotidien des pêcheurs du Manglito. Entre sorties en mer et activités sur terre, nous vivons avec eux les difficultés auxquelles ils sont tous les jours confrontés. Depuis une quinzaine d'années, leur situation est délicate et leur mode de vie est en danger. La pêche illégale et intensive a provoqué la disparition de certaines espèces, rendant leur pêche impossible.
Parmi ces espèces, la Trinamora, un mollusque que l'on trouvait encore en abondance au début des années 2000. En 2007, une ONG du nom de NOS, Noroeste Sustentable ou Nord-Ouest Durable en français, décide de s'implanter au Manglito pour tenter de développer une pêche durable. La sustentabilidad no es un problema a resolver, es un futuro a crear. Entonces, con la comunidad hicimos el primer ejercicio, que es la pregunta de ¿qué me gustaría crear para mí? Pero crear con el corazón, realmente crear. Y los pescadores dijeron, es que a mí realmente me gustaría tener una ensenada llena de almejas. Y el otro también lo quería, y el otro lo quería, y el otro lo quería, y en ese momento ya era una visión compartida. En ese momento ya empezaron a crear ese futuro, en vez de a resolver un problema que tenían de escasez de recursos. Y es dos mundos. Mais une fois cette réflexion faite, comment passer concrètement de l'épuisement des ressources à la durabilité ? Avant d'entreprendre toute chose, il était nécessaire de comprendre comment fonctionne l'écosystème de la crique de la Passe, recenser les différentes espèces, et pour ça, il a fallu mettre sur la table les connaissances scientifiques des biologistes marins et les connaissances empiriques des pêcheurs du Manglito. En un primer momento nos reunimos con los pescadores y el equipo de NOS para aplicar todo el conocimiento que los pescadores tienen de pues, y toda su experiencia del recurso para poderlo expresar en un mapa de manera visual. Nos pidieron que reflejáramos nosotros en el mapa lo que había y lo que se encontraba aquí en la ensenada de distintas especies. Guillermo y yo pues lo hicimos prácticamente en un día quedó, ¿no? Quedó todo listo. Lo hicimos de memoria. Con el número 1, donde pueden observar el número 1, es donde existía mucha haya y eran los bancos naturales que por mucho tiempo se fue dando. Y así distintas especies, como lo es el callo de haya larga, el callo redondo, como lo conocen, que también se encuentra en 4 bancos aproximadamente de aquí de la ensenada. Con esta información pudimos generar un punto de referencia, un mapa de referencia base que nos diera oportunidad a largo plazo para ir haciendo el seguimiento del proceso de restauración natural que estas poblaciones tenían en la ensenada. Grâce à cette coopération entre savoir théorique et connaissances pratiques, un diagnostic a pu être réalisé et des techniques d'aquaculture et de préservation ont pu être mises en œuvre. Mais malgré le fait que tout le monde poursuive un même objectif dans ce projet, la communication entre les membres de l'ONG et les pêcheurs n'a pas toujours été simple. A inicio era muy difícil. Teníamos una reunión y 5 segundos y nos enojábamos todos y nos íbamos y resulta que todos queríamos lo mismo. No nos podíamos entender bien. Si usaban, siento yo a veces que no usábamos el mismo lenguaje, ¿no? Nosotros lo acabo de descubrir aquí en esta organización que tenemos un lenguaje de pescador y a veces no los entendemos, ¿no? Nosotros les decimos un nombre a la lama y ellos científicamente ya lo tienen identificado como su nombre y lo que es, ¿no? Y a veces las palabras técnicas no nos ayudaban mucho porque nosotros honestamente pues no entendíamos sobre eso. Y ahí fuimos platicando sobre eso, que nos explicaran con peras y manzanas lo que ellos nos querían decir con esas palabras técnicas. Y nosotros igual al lenguaje pescador tratar de compartir esa idea para tener una mejor comunicación. Résoudre ces problèmes de communication et établir une confiance solide ont permis à tout le monde de pouvoir travailler efficacement en équipe. Après 7 années de travail de restauration dans la crique, les pêcheurs du Manglito commencent enfin à voir leurs efforts récompensés. Ils ont aujourd'hui repris la pêche et de manière durable. Avec cette première expérience réussie au Manglito, l'ONG se lance maintenant le défi de diffuser ces techniques de travail dans les autres communautés de pêcheurs de la région. El 80% de los recursos del mundo está o sobreexplotado o al máximo. Creo que son como 800 millones de pescadores en el mundo que están prácticamente viviendo ese problema de insustentabilidad, ¿no? Ponle tú que a lo mejor la mitad, 400 millones de pescadores diciendo cómo salgo de este esquema que parece que es ir paulatinamente perdiendo la riqueza y quedándome sin nada, ¿verdad? Entonces, pues para allá vamos. Lors de ces séjours d'un mois et demi en Manglito, nous avons pu observer de près que la science n'est pas uniquement l'affaire des chercheurs ou des ingénieurs.
Quand il s'agit de construire un futur durable, la volonté de tous est nécessaire. Et dans le cas du Manglito, la collaboration entre les pêcheurs et les membres de l'ONG a été cruciale pour améliorer la situation de la communauté. Après cette première étape, il nous semble évident que les connaissances et l'expérience de personnes non scientifiques ont beaucoup à apporter à la science. Et à l'inverse, les connaissances scientifiques peuvent aussi s'avérer très utiles pour résoudre des problèmes du quotidien. Mais ça, c'est pas nouveau. Il suffit de penser à toute la technologie qu'on utilise dans notre routine, même dans les tâches les plus simples. La technologie est finalement l'application de la connaissance scientifique pour améliorer nos conditions de vie. Et si certains voient dans les technologies un outil qui améliore nos conditions de vie, certains vont même plus loin, en imaginant un jour prendre en main le futur de l'humanité. Et justement, notre voyage nous amène en Californie, une des régions les plus appropriées pour parler de ce sujet. Nous remontons la côte ouest pour arriver en Californie. Nous nous arrêtons une semaine à San Diego, ville frontalière entre le Mexique et les États-Unis, pour tourner notre prochain reportage. Puis après quelques petites aventures, nous arrivons enfin dans la baie de San Francisco. La Californie, et plus particulièrement la Silicon Valley, est la mecque de l'innovation. Dans la région de San Francisco, la rencontre d'universités prestigieuses, des personnes brillantes et de beaucoup d'argent a permis un développement ultra rapide des technologies innovantes. Ce n'est pas pour rien que c'est ici, à l'université de Berkeley, que la professeure Jennifer Doudna, en collaboration avec la française Emmanuelle Charpentier, a récemment développé une technique révolutionnaire de modification génétique, CRISPR-Cas9. Cette technologie au nom un peu barbare pourrait d'ailleurs bien valoir à ces chercheuses un prix Nobel dans les années à venir. Et par chance, l'étudiant qui nous héberge à Berkeley n'est autre qu'un étudiant de Jennifer Doudna. Nous avons donc le privilège de pouvoir visiter son laboratoire en mode VIP. Pour expliquer ce qu'est CRISPR-Cas9, rappelons d'abord que dans le noyau de chacune de nos cellules se trouve une molécule d'ADN. Et c'est dans cette molécule qu'est contenue la totalité de notre information génétique. Grâce aux gènes qu'elle contient, elle détermine nos différentes caractéristiques morphologiques, notre métabolisme ou notre comportement biologique. Modifier l'ADN revient donc à modifier les caractéristiques les plus élémentaires des êtres vivants. Les organismes génétiquement modifiés, les OGM, existent depuis les années 70. Mais jusqu'à maintenant, ils étaient obtenus par des techniques peu précises, voire même assez aléatoires. Les effets secondaires étaient difficilement prévisibles. Mais avec la technique CRISPR-Cas9, la précision est devenue extrêmement bonne. Decades ago, researchers were looking inside the DNA of bacteria, and so what was happening was these bacteria, when they were getting infected with viruses, were actually taking snippets of the viral DNA and inserting it into their own genome as kind of a molecular memory of the infection. And so if the virus came back, then they would take that DNA and use it against the virus, and so they would have these CRISPR proteins that would be programmed to go target the viral DNA and cut it up. And so you would have these kind of CRISPR proteins, you can think of them as molecular scissors. And so once they cut the viral DNA, they were able to save the bacteria from death. What was really cool and why people care about CRISPR now, the general public cares, is that scientists realized that they could take these CRISPR proteins, these molecular scissors, and they could kind of program them to target a specific sequence of DNA and cut the DNA. And so what people want to use this technology for is if you have a genetic mutation, you can go in, cut at that site of that mutation, and then hopefully try to fix it. And then also you have agricultural researchers who are interested in going into the genome of these crops and then altering the DNA so that it become disease resistant or drought resistant. You can increase the nutritional value. So there's just tons of potential applications. Un des principaux secteurs intéressés par cette technologie est l'industrie agroalimentaire. Certains chercheurs voient avec CRISPR-Cas9 une manière d'affronter les grands défis du XXIe siècle. The problem now is that we're facing the coming of climate change and increased population, and we really are going to have to increase agricultural productivity at least 50%, maybe 70, 80%, in the face of much more challenging weather.
and to try to use those traditional techniques, which are much slower, when we could do it just the same thing but much quicker. We have to convince consumers, I think, that if you really want to buy foods and think that you're buying sustainability in your purchase, we need to use these techniques. Already, scientists have edited over 250 organisms, from butterflies to dogs to pigs to microbes to fungi to plants. And so already you're seeing how this technology is impacting basic science and how we're understanding the world around us. In terms of agriculture, researchers are already using this technology to edit crops. They've already edited, cacao, and they've already edited tobacco and tomatoes. Non seulement CRISPR-Cas9 permet de modifier l'ADN des plantes et des animaux, mais il permet aussi bien sûr de modifier génétiquement des êtres humains. Que ce soit pour lutter contre certaines maladies génétiques ou pour augmenter nos capacités naturelles, modifier le code génétique de notre propre espèce repousse les frontières de ce que l'on croyait possible. Nous sommes maintenant face à de nouvelles questions. In terms of humans and treating genetic diseases, those clinical trials are actually starting over the next couple years. So, be on the lookout and read up on the news, and you'll see, are we able to use this technology to treat cancer or sickle cell anemia and stuff like that. Si nous sommes maintenant capables d'éradiquer certaines maladies ou d'augmenter nos rendements agricoles, doit-on vraiment le faire? À qui revient cette décision? Aux scientifiques, à nos représentants politiques, à la société tout entière? Qui peut vraiment se donner le droit de contrôler l'évolution de notre société, de l'humanité et même de l'ensemble du monde vivant? La science ne peut pas décider. La science peut dire comment ça marche. Il faut laisser la société décider. Des OGM, la science peut dire, quand je fais des belles carottes avec des OGM, sont toutes droites au lieu d'être tout croches, mais voulez-vous en manger? La société peut dire non. Mais on pense que parce que la science peut faire des carottes OGM, tout le monde doit manger des carottes OGM. Il faut séparer le choix social de la connaissance scientifique. If you poll people, most are in favor of using this technology to treat a genetic disease, so like sickle cell disease or Huntington's disease, especially for diseases where there's no other treatment or cure, and also diseases that are extremely debilitating, so diseases that lower your life expectancy to 4, 5, 6 years. Where you get into ethical questions are when you start talking about should we edit germ cells, and those are embryos, eggs, or sperm. And so when you start modifying the DNA in those cells, those changes will be passed down through future generations. And so once you start talking about that, people are less on board. On ne travaille pas pour nous, on travaille aussi pour nos enfants, nos petits-enfants et la suite. Donc, en gros, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi, mais voilà, si on fait n'importe quoi, on peut être confronté à des problèmes qui sont gravissimes. The precautionary principle that's enforced in Europe and other places says we will not let anything out if there's any chance of harm. There's very little in life that is zero chance of harm. So if we're going to take that stance, that means we're not going to use these techniques, which means we're going to have a very difficult time feeding the next 2 billion people. La réflexion éthique, pour moi, c'est remettre les choses un petit peu dans l'ordre, à leur place, en essayant de profiter des compétences des uns et des autres, mais dans le domaine de la vie que nous voulons avoir dans notre société, les philosophes, les historiens, les sociologues, les anthropologues ont beaucoup plus encore à nous dire que les spécialistes de CRISPR-Cas9. Qui est le plus légitime pour décider? Est-ce qu'on a vraiment tous notre mot à dire? Est-ce plus raisonnable de se fier uniquement à l'avis de chercheurs et d'industriels privés ou à l'opinion publique trop souvent mal informée? Ici, on arrive sans s'en rendre compte sur un débat beaucoup plus large et délicat que les sciences. Il s'agit du principe même de la démocratie qui est interrogé. Si nous partons du principe qu'il y a ceux qui savent tout et ceux qui ne savent rien, aucun débat n'est possible. Pour qu'une vraie discussion ait lieu, les connaissances des spécialistes sont indispensables, mais la participation d'une société informée et diversifiée l'est tout autant. C'est assez curieux parce qu'on s'imagine souvent que les sciences sont neutres et impartiales.
Mais nos 2 semaines passées à Berkeley nous ont montré qu'au-delà des connaissances théoriques, certains sujets scientifiques peuvent aussi être hautement politiques. L'Amérique du Nord est immense. Même en avançant rapidement, on met 2 bonnes semaines à rejoindre le Québec. En arrivant, on est impressionné par les paysages. Les parcs naturels sont surdimensionnés. La belle province compte 76 millions d'hectares de forêt. C'est plus que la superficie de la France. Alors, qu'est-ce que cette particularité géographique peut bien apporter à la recherche scientifique locale ? Pour en discuter, nous passerons 1 semaine en compagnie de chercheurs de l'université de Sherbrooke. Le laboratoire des technologies de la biomasse est public mais travaille main dans la main avec des industriels privés. Et on le ressent tout de suite en arrivant. Une organisation millimétrée, un planning chargé. Nous tournons finalement 7 interviews et nous visitons les 2 sites sur lesquels se trouve le laboratoire en seulement 2 jours. Tous les projets que l'on a sont en partenariat avec des industriels. C'est des projets qui sont très appliqués, c'est pas du tout la recherche fondamentale. Et notre objectif finalement, c'est vraiment sur le court terme d'être capable d'avoir des technologies industriellement viables. Ici, on vient des 4 coins du monde pour travailler sur la valorisation de la biomasse. La biomasse végétale, ça peut être du bois, des feuilles, des plantes, des céréales. Toute cette matière d'origine végétale qui peut être utilisée par l'industrie comme source d'énergie ou comme matière première. Pour valoriser cette biomasse, Xavier Duret et son équipe développent des procédés de bioraffinerie, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette biomasse, qui est une matière assez complexe chimiquement, pour essayer d'en isoler les différents composants. Chacun de ces constituants peut ainsi être utilisé de manière optimale dans l'industrie. Un des principaux constituants de la biomasse est la cellulose. À partir de la cellulose, les chercheurs de Sherbrooke produisent du bioéthanol qui sera utilisé comme combustible. En voyant ces forêts comme une énorme ressource de biomasse, le gouvernement du Québec est parfaitement conscient de ses opportunités face aux enjeux énergétiques actuels. Le gouvernement du Québec, lui, cherche à promouvoir la recherche sur ce plan-là pour plusieurs raisons. La première raison évidente, c'est d'acquérir une indépendance par rapport aux pays producteurs de pétrole. Et l'autre raison, c'est également sur le côté environnemental. Le gouvernement du Québec va pouvoir atteindre ses objectifs en termes d'émissions de CO2 et en termes d'utilisation de ressources renouvelables. Produire des combustibles à partir de biomasse végétale plutôt que du pétrole présente un énorme avantage. La biomasse est une ressource renouvelable. Le pétrole met plusieurs dizaines de millions d'années à se former, alors qu'un arbre pousse en seulement quelques dizaines d'années. À l'échelle de la vie d'un homme, c'est donc beaucoup plus facile de gérer cette ressource. Au lieu de déstocker des ressources fossiles comme du pétrole, là on utilise des plantes qui poussent, et même si on s'en sert pour produire par exemple le bioéthanol qui est un carburant qui quand on va le brûler dans les voitures va libérer du dioxyde de carbone, il faut se dire qu'on libère le dioxyde de carbone qui a été fixé par les plantes au moment où elles ont poussé. Pendant la croissance des plantes, elles utilisent le dioxyde de carbone, et au moment de la combustion du carburant, on relibère ce dioxyde de carbone, mais ça fait comme une boucle, et donc finalement on n'augmente pas le niveau de gaz à effet de serre dans l'environnement. Mais l'avantage écologique de la biomasse sur le pétrole ne suffit pas à convaincre les industriels de produire des biocombustibles à très grande échelle. Pour être industrialisés, les procédés développés à Sherbrooke doivent avant tout être plus rentables économiquement que les procédés utilisés jusqu'à maintenant. Les véritables défis des chercheurs du laboratoire des technologies de la biomasse sont finalement de réduire les coûts d'investissement et de fonctionnement et d'augmenter les rendements. Il commence à devenir pas que seulement un côté environnemental, mais aussi un côté économique qui est intéressant. Et c'est pour ça que ça commence à attirer de plus en plus d'attention, notamment des industries. Parce qu'avant, c'était OK, c'est côté environnemental, c'est beau, mais tant qu'on ne parle pas de côté économique pour les industriels, ça passe un peu moins bien. Ça passe un peu moins bien, mais il faudra bien trouver une manière d'y arriver. Quand les chercheurs travaillent pour l'industrie, leur rythme et leurs exigences doivent s'adapter.
Il faut optimiser, rentabiliser. Finalement, l'argent est le nerf de la guerre, et sans argent, pas de science. Dans un système capitaliste, la science aussi suit les règles du marché. Mais étonnamment, bien que le pays vers lequel nous nous apprêtons à aller sépare totalement la recherche scientifique du monde de l'entreprise privée, le paramètre limitant reste encore l'argent. Mais pour y arriver, nous devons d'abord traverser une bonne partie des États-Unis et du Mexique. Comme le chemin est long, on profite de la situation pour nous installer quelque temps dans le centre du Mexique et travailler sur les reportages tournés jusqu'ici. Après cette étape sédentaire mais studieuse, nous refaisons nos valises pour reprendre la route, ou plutôt les airs, puisque notre prochaine escale, c'est Cuba. Nous passerons 3 semaines sur cette île au milieu des Caraïbes pour découvrir la culture du pays et pour essayer de voir comment se fait la science dans un contexte économique et politique si singulier. En effet, en moins d'un siècle et demi, Cuba est passé du statut de colonie espagnole à un pays indépendant mais contrôlé par les États-Unis avant de se transformer finalement en pays socialiste, grand allié de l'URSS. Malgré le blocus mené par les États-Unis, Cuba connaît un âge d'or entre les années 60 et 80 grâce au soutien du bloc de l'Est. Mais au début des années 90, la chute de l'Union soviétique plonge Cuba dans une crise qui semble n'en plus finir. Depuis près de 30 ans maintenant, la beauté de ses paysages et la fertilité de ses terres contrastent cruellement avec la vie précaire de ses habitants. Ni l'agriculture, ni l'industrie, ni le tourisme ne parviennent à faire décoller l'économie de l'île. Et bien sûr, parmi les secteurs affectés, la science. A ver, no creo que estemos en nuestro mejor momento. En la década del 60, en general, hubo, digamos, un boom de la física que tuvo que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría. Todas estas cosas tenían que ver con el desarrollo de los armamentos, de las bombas, etc. Y hubo una gran atención en general hacia la física, creo que en todos los países del mundo con los niveles respectivos, ¿no? de desarrollo. En Cuba especialmente, si bien durante muchos años teníamos los preuniversitarios de ciencias exactas para estimular el interés por estas carreras y tenían un gran apoyo a nivel gubernamental a partir de la crisis de los 90 y de la desaparición del campo socialista, que era un fuerte aliado en muchas cosas, pues estas, prioridades han disminuido un poco. Le développement de la physique a été poussé par les décisions politiques dans le contexte de la guerre froide. Mais en temps de crise, quelle est la priorité scientifique d'un pays ? Ces 30 dernières années à Cuba, la priorité a été donnée à la santé de ses habitants. Aujourd'hui, presque tout le budget de la recherche scientifique est consacré à la recherche médicale. Si ce choix peut d'un côté sembler judicieux, les autres domaines ont été complètement passés à la trappe. De nombreux projets se retrouvent aujourd'hui sans aucun budget et les salaires des chercheurs ne suffisent pas à couvrir leurs nécessités les plus basiques. En Cuba nadie vive de su salario, es imposible y lo han reconocido hasta el propio presidente del país. Yo soy profesora, digamos full professor de la Facultad de Física y yo gano 1.000 pesos cubanos. 1.000 pesos cubanos son unos $40, sería el salario mensual. Bien sûr, 35 € à Cuba, c'est pas la même chose que 35 € en France. Mais malgré un coût de la vie plus bas, ce salaire reste insuffisant pour mener une vie décente. Même si certains produits alimentaires basiques comme du riz, des haricots rouges ou du sucre sont distribués gratuitement par l'État, les rations sont très limitées. Et tout ce qui n'est pas gratuit est très cher. Par exemple, un savon ou un paquet de serviettes hygiéniques peut facilement coûter 2 ou 3 €. Alors avec un salaire moyen d'environ 15 € par mois, les Cubains doivent nécessairement trouver des combines pour s'en sortir. Certains proposent leur service de guide auprès des touristes, certains leur louent une chambre chez eux. Les activités liées au tourisme sont beaucoup mieux payées que n'importe quel autre type de travail. Y bueno, en el caso de los científicos, que obviamente no hacemos nada de eso, pues muchas veces el soporte para
poder vivir, ¿no? Viene dado por las colaboraciones internacionales que, aparte de capacitarnos, de poder hacer experimentos en equipamiento que aquí no tenemos acceso, pues nos permiten adquirir también recursos para el resto de nuestras necesidades. Finalement, c'est grâce à ces séjours de quelques semaines par an à l'étranger que les chercheurs cubains arrivent à vivre et travailler le reste de l'année. Maria Sanchez donne chaque année des cours dans une université à Madrid et en profite pour récupérer du matériel dont plus personne ne veut en Europe. Elle répare, bricole, invente. Ses travaux s'adaptent autant que possible à la situation. Même si elle aimerait faire plus de recherche expérimentale, elle se résigne à faire beaucoup de modélisation. Pour de la modélisation, son ordinateur suffit. Malgré tous les obstacles auxquels les chercheurs cubains font face, leur travail, leur persévérance et leur créativité leur permettent d'obtenir des résultats publiables dans des revues internationales. Le niveau scientifique de Cuba n'a d'ailleurs rien à envier à d'autres pays, dans le domaine de la médecine par exemple. Le véritable défi pour le pays consiste maintenant à retenir la nouvelle génération de scientifiques qui aspirent à une vie plus confortable dans d'autres pays du monde. Aux États-Unis ou en Europe, les jeunes chercheurs cubains sont reçus à bras ouverts avec des salaires 100 fois plus attractifs que chez eux. Y una de las cosas más graves que hay es o sea, el hecho de que los jóvenes científicos están yéndose a otros países en busca de mejores oportunidades, por en peligro. Si tú no tienes profesores para formar los nuevos investigadores y los nuevos científicos, pues eso pone en peligro el futuro científico del país. Comment relever ce défi et sauver le futur de la recherche scientifique à Cuba? La question est posée. Ces 3 semaines ici ont été une vraie expérience humaine. Connaître la situation de l'intérieur nous a donné un regard complètement différent non seulement sur les sciences, mais sur la vie à Cuba en général. En fait, voyager avec un petit budget à Cuba est très difficile. Tout est fait pour que le tourisme rapporte beaucoup d'argent au pays. Mais c'est justement en essayant de dépenser peu qu'on a pu observer de près la réalité des Cubains. Manuel Antonio. Miami, Manuel Antonio. De retour sur le continent, on décide de s'installer quelques mois dans la petite ville de Tulum pour travailler sur nos reportages et pour trouver des petits boulots. Même si les économies faites grâce à ces petits travaux ne sont pas énormes, elles nous permettent de respirer un peu et de reprendre la route plus sereinement vers le sud. Prochaine étape, l'Amérique centrale, avec en première ligne le Guatemala. Après une journée de bus pour traverser le Belize, nous arrivons au Guatemala, le cœur du monde maya. Pendant plus de 1000 ans, cette civilisation s'est épanouie au milieu de la jungle du sud-est du Mexique et du nord de l'Amérique centrale. L'héritage culturel de la grande civilisation maya est encore bien présent dans les coutumes et traditions de l'actuel Guatemala. Pas étonnant que l'archéologie occupe une place importante dans la communauté scientifique locale et dans l'imaginaire du peuple guatémaltèque. Okay. En Guatemala estamos muy conscientes que el patrimonio que tenemos en nuestro país es importante para entender no solo el desarrollo de las culturas locales, sino en sí de la humanidad, ¿no? El caso del desarrollo de la civilización maya en este ambiente selvático es un caso casi único en la historia del mundo. No es solamente que han desarrollado una ciudad en 100 o 200 años, sino tenemos más de un milenio de ocupación, lo cual le da, creo yo, un grado muy alto de éxito en términos de la historia humana. Podemos aprender mucho sobre cómo fue que lo lograron y por qué ahora nos cuesta tanto, ¿no? Entonces hay un aprendizaje ahí sobre la historia humana que cada nuevo dato en realidad nos va abriendo nuevas puertas, ¿no? Comme vous pouvez l'imaginer, l'archéologie maya nous a tout de suite fascinés. D'ailleurs, un sujet en particulier nous intéresse depuis quelques mois.
Il s'agit de découvertes faites par un groupe de chercheurs en 2018 grâce à LiDAR. LiDAR, c'est un appareil qui émet des faisceaux laser et qui permet d'obtenir des images aériennes d'un site en effaçant la forêt qui le recouvre. Plus de 200 000 hectares du nord du Guatemala ont été passés au crible, et c'est finalement plus de 60 000 structures précolombiennes cachées dans la jungle qui ont été mises en évidence. Cette incroyable découverte a permis d'en apprendre beaucoup plus sur la taille et l'organisation de certaines cités, notamment dans les zones de périphérie. L'estimation de la population maya a d'ailleurs été très largement revue à la hausse. LiDAR est une véritable révolution technologique pour l'archéologie. On a donc évidemment voulu rencontrer les auteurs de ces travaux, mais surprise, parmi les 18 co-auteurs de cette étude publiée dans la revue Science, 12 dépendent d'universités états-uniennes, 5 sont rattachés à des universités européennes, et un seul fait partie d'une université guatémaltèque, et nous n'arrivons pas à le joindre. Quant au financement de ces travaux, ils proviennent majoritairement de fondations privées, elles-mêmes financées par des entreprises et gouvernements étrangers. Bueno, la participación de investigadores estadounidenses y de otros países en Guatemala en realidad es una gran oportunidad. Lamentablemente en Guatemala el apoyo a la investigación arqueológica es bastante pobre en términos de los recursos nacionales, por lo que sí, la colaboración de expertos de otros países es lo que mantiene, creo yo, un alto nivel de investigación. Yo siento que, por ejemplo, en Guatemala ahorita habemos expertos arqueólogos, pero no podemos cubrir todas las disciplinas. Siempre vamos a estar de gente extranjera. Entonces yo creo que para la ciencia, entre más gente haya, creo que lo hace mejor. Lastimosamente, la mayoría de fondos vienen desde la iniciativa privada. Y no lastimosamente en un mal sentido, sino que el Estado como Guatemala no ha invertido. Entonces la mayoría de los fondos vienen desde la iniciativa privada o de fondos del extranjero. Bueno, es estar dependiendo siempre del dinero extranjero, de la cooperación internacional, ¿no? No solo en arqueología, yo lo veo en todos lados, pero pues te das cuenta de que hay un interés de afuera por conocer el pasado y luego ves, pero en Guatemala, o sea, ¿qué pasa con los guatemaltecos, ¿no? Effectivement, pourquoi ne voit-on pas plus d'archéologues guatémaltèques à la tête de grands projets de recherche? Les principales universités du pays, comme la San Carlos ou l'Université de la Vallée du Guatemala, forment pourtant bien des arqueólogos. La arqueología en Guate, hasta la fecha, sigue siendo muy técnica. Mucha gente dice, no, pues los de la San Carlos son muy buenos porque pues son buenos en campo, porque sí, o sea, tenemos mucha experiencia con proyectos extranjeros. Pues vamos a las temporadas de campo, hacemos todas las excavaciones, o sea, dirigimos más bien las excavaciones y cuestiones demasiado técnicas, pero ¿qué sucede cuando llega la hora de interpretar los datos? Cuando pues ya hay que meter teoría y hay que empezar a discutir a nivel de doctorantes en Estados Unidos. Cuando formas a técnicos, pues estás formando a personas que solamente van a seguir haciendo el trabajo, a seguir apoyando en líneas de investigación de afuera. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un pays ne fait jamais quoi que ce soit sans qu'il y ait un intérêt en retour. Voyez. Mais ça, en fait, c'est très humain. Enfin, on cherche à voir son intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément l'envie d'écraser les autres, de ne pas les écouter, etc. Il y a des intérêts de connaissance générale. Donc, les universités américaines sont extrêmement performantes. Les fondations pour la recherche aux États-Unis sont extrêmement performantes. Elles ont des buts qui ne sont pas forcément toujours intéressés. Je veux dire par là qu'ils sont désintéressés au sens que les buts peuvent être de faire progresser la connaissance. Hein. Donc, le savoir pour le savoir, ça peut trouver sa place. Bon, mais je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas non plus forcément d'intérêts particuliers qui vont s'inscrire dans maintenir une influence. Bien sûr, l'influence économique et politique sur l'Amérique latine venant des États-Unis, elle est extrêmement importante. Donc, je veux dire,
que les Américains s'intéressent à l'archéologie au Guatemala plutôt que les Allemands au Guatemala, ça peut se comprendre dans cette perspective-là. La arqueología en sus inicios pues ha tenido etapas muy oscuras relacionadas con el coleccionismo, pero en Guatemala sí creo yo que el desarrollo de las leyes y los reglamentos contemplan una colaboración positiva. Ahora creo que está muy claro lo que es un patrimonio nacional, que cada colaboración debe ser regulada y veo yo que ha sido una relación a largo plazo bastante buena, ¿verdad? Entre más que todo universidades, institutos, museos y toda esta gente que en realidad sí ve con mucho interés la protección y la investigación del patrimonio arqueológico en Guatemala. La science apparaît comme un domaine qui, a priori, n'est pas conflictuel, voyez, sur lequel on peut s'entendre par-delà les frontières, parce que justement, on a cette idée de l'universalité, de l'intérêt général. Donc, c'est pas conflictuel, et donc, ça fait partie du soft power, ça véhicule une bonne image. C'est une façon de diffuser des façons de travailler, des modèles intellectuels, des systèmes de pensée. C'est une source d'influence. Si certains archéologues guatémaltèques peuvent regretter l'influence étrangère sur leurs recherches et le manque d'intérêt de leur propre gouvernement pour son patrimoine historique, un autre sujet inquiète aussi les chercheurs locaux, le manque de diversité sociale au sein de la communauté scientifique. Selon eux, certains secteurs de la population sont complètement exclus de la recherche en archéologie. Bien souvent, on parle des Mayas comme étant une civilisation éteinte. Mais malgré son effondrement il y a 1000 ans, et malgré les différentes vagues d'invasion subies depuis l'arrivée des Espagnols, les descendants de l'ancien peuple maya ont su conserver leur culture, leurs traditions, leur langue. Et il pourrait sembler logique que ce soit eux, les héritiers directs de l'histoire locale, qui soient les principaux acteurs de la recherche en archéologie. Pourtant, les membres de ces groupes indigènes sont très souvent marginalisés et leur représentation dans la communauté scientifique est vraiment très faible. Yo creo que el arqueólogo debería enfocarse más en tratar de crear esas conexiones con los pueblos mayas. Los pueblos mayas tienen un sentido de protección hacia mucho de lo que nosotros llamaríamos el patrimonio cultural, pero para que ellos son sus lugares sagrados. Y existe un conocimiento local, historias locales sobre esos lugares. Y creo que nosotros deberíamos aliarnos a los pueblos indígenas, a la gente que todavía está interesada en su pasado, que ya tienen sus propias historias, y nosotros deberíamos aliarnos para ayudar a que también esos sitios sagrados y científicos para nosotros, como podernos acercar y poder comunicarnos, porque los dos tenemos un fin en común, que es su preservación. Si pusiéramos así a todos los arqueólogos juntos y estudiantes de arqueología, vamos a ver un nivel bastante reducido de estudiantes y de arqueólogos indígenas. Y la gran mayoría son ladinos mestizos, son personas blancas, como pues popularmente se les conoce, que han tenido acceso a educación y que han tenido muchísimos privilegios que otras personas no han tenido, ¿no? Entonces, pues ese es el otro reto, ¿no? De que guatemaltecos y que diversidad de personas que sean de Guate, y me refiero a estudiantes, a arqueólogos y antropólogos también, indígenas, que estudien su pasado, ¿no? Porque el estudiar tu propio pasado, si estás vinculada directamente a esos lugares ancestrales, la investigación va a ser distinta, muy, muy diferente. Cette idée que plus la science est diversifiée, mieux c'est une intuition de gros bon sens. Si on vient tous du même milieu, on va tous avoir les mêmes hypothèses. Si on vient de milieux différents, on va avoir un regard externe. Donc l'idée d'apporter un regard externe est important. Ça, c'est vrai dans toutes les disciplines. Entre collaboration internationale et culture indigène, les archéologues guatémaltèques ont du mal à trouver leur place dans leur pays. La manière de penser l'archéologie dans une société où les cultures traversent les époques est extrêmement complexe. Ces 2 mois passés au Guatemala nous ont une fois de plus éloignés des clichés du scientifique en blouse blanche.
1500 km au sud-est du Guatemala, le Costa Rica. Ce petit pays de 4 millions d'habitants est parfois surnommé la Suisse d'Amérique centrale. Ici, il n'y a pas d'armée, l'éducation est gratuite pour tous, 100% de l'énergie utilisée est renouvelable et la fierté nationale est le respect de la nature. La première chose qui nous saute aux yeux en arrivant au Costa Rica, c'est la vivacité de ses couleurs et son air pur. Et de tous les pays qu'on a traversés, c'est ici qu'on perçoit le moins de pauvreté et d'inégalité entre ses habitants. L'idée est de passer 3 semaines au Costa Rica, 1 semaine à San José, la capitale, puis le reste sur les côtes caraïbes et pacifiques du pays. C'est vraiment le temps minimum pour découvrir la richesse de ces paysages. Nous profitons de notre séjour à San José pour rencontrer des étudiants de l'université et visiter l'Académie nationale des sciences du Costa Rica. Pendant quelques jours, nous sommes d'ailleurs hébergés par Diana, la directrice de l'Académie des sciences avec qui on avait eu la chance de sympathiser quelques mois plus tôt au Mexique. Le Costa Rica, c'est un climat tropical, des plages, de la jungle et une biodiversité unique au monde. La faune et la flore présentent des avantages, mais aussi des inconvénients. Jusqu'au début du XXe siècle, les morsures de serpents venimeux étaient encore un vrai problème dans les régions rurales du Costa Rica. C'est à cette époque que Clodomiro Picado, un brillant biologiste local, réalise de grandes avancées dans la compréhension des venins. Et un siècle plus tard, nous voici dans la banlieue de San José, la capitale, pour visiter l'Institut Clodomiro Picado. Ce centre de recherche de l'Université du Costa Rica se consacre justement à la production et l'exportation d'antidotes contre les morsures de serpents, aussi appelés sérums antivenimeux. Vous voulez savoir comment ils sont produits? L'Institut héberge 500 serpents de 17 espèces différentes. 4 fois par an, des techniciens prélèvent du venin de chacun de ces serpents puis l'injectent à des chevaux. Comme les chevaux sont de grands animaux, les toutes petites doses qui leur sont administrées ne leur provoquent aucune gêne. La seule conséquence pour le cheval est la production naturelle par son organisme d'un anticorps, qui lui sert justement à se protéger du venin injecté. Du sang de ces chevaux est alors prélevé, puis les anticorps peuvent être isolés et purifiés. La partie restante du sang est réinjectée au cheval. Le sérum antivenimeux peut finalement être conditionné puis vendu pour sauver des vies. Les produits de l'Institut Picado sont utilisés au Costa Rica, mais sont aussi exportés dans de nombreux pays d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. Sí, por ser nosotros una institución pública, ¿verdad? Nosotros comprendemos nuestra acción en términos de contribuir a la solución de un problema que es muy trágico y que causa mucho sufrimiento en seres humanos vulnerables en diferentes partes del mundo. Entonces nuestra perspectiva no es una perspectiva de rentabilidad económica. Claro que el antiveneno se vende, puesto que el instituto tiene que operar, pero el objetivo no es un objetivo de lucro. De manera que, por ejemplo, en un país donde solo nosotros estamos ofreciendo el suero antiofídico, nosotros no aprovechamos esa circunstancia para especular, sino que el suero se ofrece a un precio accesible a los sistemas de salud de países en vías de desarrollo. Quand un pays investit dans le développement des sciences, les technologies qui en découlent peuvent aussi générer des profits considérables. Dans le cas présent, les antivenins de l'Institut Picado pourraient engendrer beaucoup plus de bénéfices s'ils étaient vendus au prix du marché. Alors pourquoi refuser de vendre ces produits à meilleur prix ? Lo que ocurre, lamentablemente, es que los beneficios de la ciencia han sido muy asimétricos, de manera que hay sectores relativamente restringidos de la humanidad donde la ciencia y la tecnología ha servido para el mejoramiento de la calidad de vida de una manera impresionante, pero hay amplios sectores de la humanidad a donde estos beneficios no han llegado o han llegado solo de una manera muy limitada. Entonces, el trabajo con venenos de serpientes y sueros antiofídicos ilustra cómo la ciencia y la tecnología pueden y deben servir para el mejoramiento de la calidad de vida en términos más equitativos, en términos más generales. Ese es un mensaje que está muy presente en el trabajo del Instituto. Ciencia para el bien común. Si les sciences ont beaucoup apporté à la société à travers leurs applications technologiques, José María Gutiérrez espère aussi qu'elles pourront à terme être à l'origine d'un changement beaucoup plus subtil mais profond de la société,
en apportant notamment une vision rationnelle du monde. La ciencia tiene varios impactos muy importantes en las sociedades, ¿verdad? Genera prosperidad, genera progreso, pero al generar comprensión de la realidad, también genera criticidad, porque una de las características del pensamiento científico es cuestionar verdades establecidas. Y eso es muy importante, no solo en la ciencia, sino también en la política. Es decir, que si alguien viene con un planteamiento político, ese planteamiento tenga evidencias sólidas en los estudios que se hacen de la sociedad, de la economía, de la salud, etc. Y eso no siempre pasa. Entonces, la ciencia, cuando se desarrolla bien, es un insumo que genera criticidad en las personas, capacidad de pensamiento crítico. Après 3 semaines passées au Costa Rica, notre voyage tire bientôt à sa fin. Mais avant de remettre les voiles pour la France, nous posons nos bagages une dernière fois au Panama. Terminer notre voyage ici est pour nous assez symbolique. Nous nous trouvons à un croisement qui connecte le nord et le sud, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, et qui depuis des millions d'années a été une terre de rencontre entre différents mondes. Et nous nous trouvons juste ici au moment de fermer ce cycle plein de rencontres, de découvertes et d'apprentissages. En 430 jours, nous avons finalement parcouru 22 000 km, traversé les frontières de 8 pays et dormi dans 78 lits, hamacs ou canapés. Nous avons aussi participé à 12 conférences et réunions publiques, nous sommes passés 22 fois dans des médias locaux et nous avons interviewé 61 personnes de 15 nationalités dans 3 langues. De retour en France, c'est 105 heures d'enregistrement que nous devons voir, revoir et trier pour pouvoir réaliser le film que vous êtes en train de regarder. Pendant cette aventure, on a surtout été les témoins privilégiés d'une petite partie de l'incroyable diversité du monde. On s'est émerveillé de la richesse de ces paysages, de ces cultures, de ces langues. En parcourant ne serait-ce qu'un demi-continent, on a pu observer des modes de vie complètement différents. Et bien sûr, des façons de faire et de voir les sciences tout aussi riches et variées. Il nous semble évident que malgré une aspiration à l'universalité, la science est bel et bien une construction humaine qui dépend d'environnements culturels bien particuliers. Finalement, plus qu'apporter des réponses à nos questions, cette aventure a fait mûrir en nous des réflexions inattendues. Nous avons partagé le quotidien de chercheurs qui, à travers les sciences, apportent des solutions à des problèmes globaux. Nous avons aussi été témoins de la manière dont n'importe qui peut s'approprier la science pour transformer sa réalité. Sur la scène internationale, nous avons pu observer comment la science peut être employée comme outil de diplomatie, mais également comment, en tant que citoyens, nous pouvons l'utiliser pour construire une société plus démocratique. Qu'elle se fasse avec beaucoup d'argent ou de tout petits moyens, qu'elle se fasse pour quelques-uns ou pour le bien commun, la science est un phénomène fascinant qui en dit long sur le monde qui nous entoure. Et ce voyage autour des sciences nous a finalement permis de nous rendre compte de l'étendue de sa complexité. Et si nous avons pu entrevoir tout ça en seulement un demi-continent, quelles autres surprises pourraient nous réserver le reste du monde ? Les cultures asiatiques ou africaines nous semblent encore beaucoup plus éloignées de la nôtre. Quelles visions des sciences peuvent-elles bien porter ? Où nous emmèneront nos prochains vagabondages scientifiques ? Notre prochaine aventure reste à écrire. Il y a beaucoup de scientifiques, je pense, la majorité des scientifiques sont des naïfs qui disent « Ah, c'est bien comprendre l'univers ». Ils pensent qu'il suffit de dire ça. À mon avis, c'est complètement ridicule. Il y a des conditions sociales, ça coûte de l'argent faire de la science. Il y a des sociétés où on pense que la science, c'est pas important. Et c'est correct. On peut vivre sans science, mais on n'aura pas les objets qui viennent avec. C'est un choix social de développer la science.